Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons conclure enfin le thème sur le contrat d'entreprise. En effet, aujourd'hui nous allons traiter ensemble de la sous-traitance. Pour ce faire, je te propose le plan suivant que tu pourras également utiliser lors d'un cas pratique ou de ton examen. Nous allons voir ensemble la conclusion du contrat de sous-traitance, ensuite les sanctions pour défaut d'agrément, puis le paiement du sous-traitant et enfin la responsabilité du sous-traitant. C'est parti! La conclusion et la qualification du contrat de sous-traitance. C'est la loi du 31 décembre 1975 qui régit le contrat de sous-traitance. Je te conseille d'aller lire ces articles pour pouvoir les assimiler et savoir les manier dans un cas pratique. Lorsque tu fais un cas pratique ou lors de ton examen, il est très important pour toi de vérifier si le contrat de sous-traitance a légalement été formé. En effet, commence par vérifier la formation. Les conditions de forme tout d'abord. Il n'y a pas vraiment de forme particulière au contrat de sous-traitance, comme pour le contrat d'entreprise, il n'y a pas de forme exigée. Toutefois, tu noteras que le contrat de sous-traitance de construction nécessite obligatoirement un écrit. Les conditions de fond à présent. Pour garantir le paiement du sous-traitant, l'entrepreneur principal doit fournir au sous-traitant une caution solidaire d'un établissement de crédit. Cette exigence est d'ordre public. Ensuite, le sous-traitant peut abandonner le contrat en cours de route et réclamer la valeur des travaux fournis. L'agrément du maître d'ouvrage. Ici, c'est le point crucial de cet exposé. En effet, pour que le contrat de sous-traitance soit légalement formé, il faut obligatoirement l'autorisation du maître d'ouvrage. Je te donne un exemple. Je suis maître d'ouvrage. Je demande à un entrepreneur de construire ma maison pour y faire la peinture ainsi que la moquette. Mon entrepreneur, qui est architecte, va faire appel donc à une entreprise de peinture et une entreprise spécialisée en moquette. Pour qu'il puisse conclure ce contrat de sous-traitance, mon entrepreneur architecte est obligé de me demander à moi, maître d'ouvrage, l'autorisation d'effectuer une sous-traitance. Tu noteras ici quelques points très importants. C'est l'article 3 de la loi de 1975 qui régit toutes ces obligations. Tout d'abord, au niveau de l'initiative de l'agrément, c'est l'entrepreneur principal qui se doit de demander l'autorisation au maître d'ouvrage. Ce n'est pas au sous-traitant. Ensuite, il n'y a pas de forme particulière. En effet, l'acceptation peut être expresse ou tacite. L'agrément doit porter sur le sous-traitant, donc l'entreprise qui va venir sous-traiter, dans mon exemple, l'entreprise de peinture et de moquette, et ensuite sur la rémunération. Comment vont être payés mes sous-traitants? Ensuite, moi, maître d'ouvrage, j'ai le pouvoir de refuser la sous-traitance, et ce, sans aucune motivation. Comme je t'ai l'expliqué à l'instant, l'agrément du maître d'ouvrage est une condition nécessaire au contrat de sous-traitance. Il y a plusieurs sanctions encourues en cas de manquement. Tout d'abord, les rapports entre maître d'ouvrage et entrepreneur principal. Que se passe-t-il s'il y a un défaut d'agrément entre les relations maître d'ouvrage-entrepreneur principal? Tout d'abord, il y a une faute contractuelle de la part de l'entrepreneur principal, bien sûr. Si mon entrepreneur ne m'a pas demandé l'autorisation, il est en faute. Ensuite, le maître d'ouvrage peut agir en exécution après une mise en demeure de l'entrepreneur de lui présenter les sous-traitants. Ensuite, le maître d'ouvrage peut agir en résolution et en responsabilité contractuelle, bien sûr. Ensuite, regardons les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant. Ici également, il y a une faute contractuelle de droit commun de la part de l'entrepreneur. Et tu noteras aussi une faculté pour le sous-traitant d'agir en résiliation unilatérale. C'est l'article 3 de la loi qui le régit. Il y a deux choix pour le sous-traitant. Soit il choisit d'exécuter quand même la mission, malgré le défaut d'agrément, après bien sûr rectification, soit il souhaite résilier le contrat. Mais tu noteras que s'il choisit d'exécuter la mission, il est obligé de le faire de manière parfaite. Ensuite, le rapport entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage. En cas de défaut d'agrément, ils sont tous les deux victimes. Tu noteras donc que la jurisprudence a choisi qu'aucune action directe en paiement peut être ouverte au sous-traitant envers le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que moi, maître d'ouvrage, je ne pourrais recevoir aucune obligation de payer mon sous-traitant si je n'ai jamais donné mon accord pour qu'il vienne exécuter la mission à la place de mon entrepreneur. La responsabilité du sous-traitant. Il va falloir que tu distingues deux situations.
la responsabilité du sous-traitant envers l'entrepreneur principal. Ici, la responsabilité est en fonction du contrat, de ce qui a été conclu entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal. Si mon architecte, dans mon exemple, a demandé une peinture bleue, puisque le maître d'ouvrage lui avait également demandé la peinture bleue, et que mon sous-traitant utilise une peinture rouge, dans ce cas-là, il y a une mauvaise exécution du contrat de la part du sous-traitant. Ensuite, l'entrepreneur peut agir à titre principal contre son sous-traitant ou son assureur. On appelle ici l'appel en garantie. C'est le partage des responsabilités entre l'entrepreneur et le sous-traitant. Ensuite, la responsabilité du sous-traitant envers le maître d'ouvrage. Ici, le maître d'ouvrage et le sous-traitant n'ont pas conclu de contrat ensemble. Donc, il y a une responsabilité délictuelle du sous-traitant. Ensuite, le maître d'ouvrage doit prouver la faute du sous-traitant. Dans l'exemple que je viens de te donner, le maître d'ouvrage doit simplement prouver que la peinture utilisée était une peinture rouge, alors que dans le contrat initial, c'était une peinture bleue. Attention, tu noteras que si le sous-traitant a fabriqué les équipements, dans ce cas-là, les articles 1792 et suivants concernant, je te rappelle, le contrat de construction, lui sont applicables. Voici le résumé de ce que nous venons de voir. Tout d'abord, la loi du 31 décembre 1975, c'est la loi qui régit le contrat de sous-traitance. Je te conseille d'aller lire les articles pour pouvoir bien les comprendre et ainsi les utiliser correctement dans un cas pratique. Ensuite, nous avons que la sous-traitance nécessite l'agrément du maître d'ouvrage. C'est très important de vérifier que l'agrément a été fait pour pouvoir bien manipuler ensuite les différentes responsabilités, mais aussi les obligations. Ensuite, les sanctions en cas de défaut d'agrément, nous les avons vues ensemble, il y en a plusieurs. Et enfin, le sous-traitant et l'entrepreneur sont responsables envers le maître d'ouvrage. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux discuter d'une notion que tu n'as pas compris et à t'abonner. À bientôt!